Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Asie, juin 2018. Exercice 4. Dans cet exercice, x et y sont des nombres réels supérieurs à 1. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B et C d'affixes respectives. ZA est égal à 1 plus I, ZB est égal à X plus I et ZC est égal à Y plus I. Problème: on cherche les valeurs éventuelles des réels X et Y supérieures à 1 pour lesquels la distance OC est égale à la distance OA multipliée par la distance OB et l'angle entre le vecteur U et le vecteur OB plus l'angle entre le vecteur U et le vecteur OC est égal à l'angle que fait le vecteur U au vecteur OA. Première question: démontrer que si OC est égal à OA multiplié par OB, alors Y carré est égal à 2X carré plus 1. Nous avons ici la suite de l'exercice, la dernière partie de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 4, Asie, juin 2018. On nous dit, dans cet exercice, x et y sont des nombres réels supérieurs à 1. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B et C d'affixes respectives. ZA est égal à 1 plus I, ZB est égal à X plus I et ZC est égal à Y plus I. Nous avons la figure suivante. Le problème, on nous dit, on cherche les valeurs éventuelles des réels X et Y supérieures à 1 pour lesquels la distance OC est égale à la distance OA qui multiplie la distance OB. Et l'angle que fait le vecteur U au vecteur OB plus l'angle que fait le vecteur U au vecteur OA est égal à l'angle que fait le vecteur U au vecteur OC. La première question: démontrer que si OC est égal à OA multiplié par OB, alors Y carré est égal à 2X carré plus 1. Alors c'est très facile. Il suffit simplement de calculer les distances OC, OA et OB et de vérifier. Alors on va calculer la distance OC. On sait que OC est égal au module de l'affixe du point C, c'est-à-dire ZC. On connaît ZC, ZC c'est Y plus I. Donc on remplace, on a donc le module de Y plus I. Alors le module de Y plus I, on sait que le module c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Nous obtenons donc la partie réelle ici c'est Y, la partie imaginaire ici c'est 1. Donc nous obtenons la racine carrée de Y au carré plus 1 au carré. Alors Y au carré c'est Y au carré, 1 au carré c'est 1. Donc on a la racine carrée de Y au carré plus 1. On fait la même chose pour la distance OB. OB c'est donc le module de l'affixe du point B. L'affixe du point B, c'est X plus I. Donc on remplace, on obtient le module de X plus I. Alors le module c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ce qui nous donne la racine carrée de X au carré plus 1 au carré. Alors 1 au carré c'est 1. Donc on a la racine carrée de X carré plus 1. Alors on vient de calculer la distance OC et la distance OB. Nous allons maintenant calculer la distance OA. La distance OA c'est donc le module de l'affixe du point A, c'est-à-dire le ZA. On sait que ZA c'est 1 plus I, donc on remplace, c'est donc le module de 1 plus I. Alors le module de 1 plus I nous donne donc la racine carrée de la partie réelle au carré, c'est-à-dire 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 1 au carré. Donc on a la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré.
1 au carré, c'est 1, ce qui nous donne donc la racine carrée de 1 plus 1 qui nous donne la racine carrée de 2. Alors ici, nous avons la racine carrée de y carré plus 1. Ici, on a la racine carrée de x carré plus 1. Et ici, on a la racine carrée de 2. Donc, on remplace, puisque nous avons OC est égal à OA multiplié par OB. On remplace, on obtient donc la racine carrée de y carré plus 1 est égal à la racine carrée de x carré plus 1, le tout multiplié par la racine carrée de 2. Ce qui nous donne donc, on fait rentrer le 2 sous le signe radical, nous obtenons donc la racine carrée de 2x carré plus 2. Ce qui montre qu'on a donc la racine carrée de y carré plus 1 est égale à la racine carrée de 2x carré plus 2. Donc on va décrire qu'on a donc la racine carrée de y carré plus 1 est égale à la racine carrée de 2x carré plus 2. En élevant au carré, nous obtenons donc y carré plus 1 est égal à 2x carré plus 2. Et on envoie ce 1 dans l'autre membre, nous obtenons donc y carré est égal à 2x carré plus 2 moins 1. 2 moins 1 nous donne 1. Donc on a y carré est égal à 2x carré plus 1. On conclut que si nous avons la distance OC est égale à la distance OA multipliée par la distance OB, alors nous obtenons y carré est égal à 2x carré plus 1. La deuxième question, reproduire sur la copie et compléter l'algorithme ci-après pour qu'il affiche tous les couples x, y tels que, alors la première contrainte, y carré est égal à 2x carré plus 1, et on nous dit que x et y sont des nombres entiers, et la troisième contrainte, donc on a x est compris entre 1 et 10, de même pour y. Nous avons l'algorithme ici, et on nous dit que lorsqu'on exécute cet algorithme, il affiche la valeur 2 pour la variable x et la valeur 3 pour la variable y. Alors nous avons l'algorithme ici. La première instruction, c'est une boucle, donc c'est la boucle pour. Donc pour x allant de 1 à, alors ici il faut compléter. On voit bien qu'il y a une évidence puisque x est compris entre 1 et 10. Donc pour x allant de 1 à 10. Et ici nous avons aussi la boucle pour, donc on connaît le nombre d'itérations. Alors, puisque ici, nous avons pour x allant de 1 à 10. Donc, forcément, ici, on a deux variables. Donc, c'est pour y allant, puisque ici, nous avons y est compris entre 1 et 10. Donc, pour y allant de 1 à 10. Alors, ici, nous avons l'instruction si. Donc, c'est un test. Ici, nous avons y carré est égal à 2x carré plus 1. Donc, si y carré est égal à 2x carré plus 1, affichez x et y. Fin de l'instruction si. Fin de la boucle pour, fin de la boucle pour. Donc, on complète. Nous obtenons donc notre algorithme ici. Alors, comme on vient de le dire, donc ici, pour x allant de 1 à 10. Et ici, ça sera la même chose pratiquement, sauf que ici, on va mettre y. Donc, pour y allant aussi de 1 à 10. Donc, on va faire si. Alors, on va donc tester. Si y carré est égal à 2x carré plus 1, on affiche x et y, sinon on fait rien. Fin de l'instruction si, fin de l'instruction pour, fin de l'instruction pour. Troisième question, étude d'un cas particulier. Dans cette question seulement, on prend x est égal à 2 et y est égal à 3. Petit a, donnez le module et un argument de ZA. Alors c'est très simple, puisqu'on connaît la fixe du point A. La fixe du point A, ZA, est égale à 1 plus I. Donc, déterminons le module d'abord de ZA qui est égal à 1 plus I. Alors, le module de ZA, on a déjà calculé, on a trouvé que c'est la racine carrée de 2. Donc, on a, ceci est égal à la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, qui est égal à la racine carrée de 1 plus 1, qui est égal à la racine carrée de 2. Alors, pour avoir l'argument, il suffit donc de factoriser ZA par son module, c'est-à-dire par la racine carrée de 2. Nous obtenons donc ZA est égal à 1 plus I. Alors, on factorise par la racine carrée de 2, ce qui nous donne la racine carrée de 2 facteur de 1 sur la racine carrée de 2 plus I sur la racine carrée de 2. De telle sorte que quand on multiplie, on retrouve 1 plus I.
Alors ici, on va donc multiplier au numérateur et au dénominateur par la racine carrée de 2, ce qui nous donne au numérateur racine carrée de 2, au dénominateur la racine carrée de 2 multiplié par la racine carrée de 2 qui nous donne 2. Donc on a la racine carrée de 2, facteur de la racine carrée de 2 sur 2, plus i racine carrée de 2 sur 2. Alors la partie réelle ici, c'est cosinus θ. La partie imaginaire ici, c'est sinus θ. Donc si θ est l'argument de ZA, nous obtenons donc cosinus θ est égal à la racine carrée de 2 sur 2 et sinus θ est égal à la racine carrée de 2 sur 2. Alors cosinus θ est égal à sinus θ est égal à racine carrée de 2 sur 2. On obtient facilement θ qui est égal à pi sur 4. Sinon, on fait recours au cercle trigonométrique pour que ça soit beaucoup plus clair. En prenant le cercle trigonométrique, nous obtenons donc ici en rouge sur le carré en rouge, la racine carrée de 2 sur 2, ici, et ici, la racine carrée de 2 sur 2 pour sinus. Donc, on voit bien que θ est égal à pi sur 4. Donc, l'angle qui correspond, c'est bien θ est égal à pi sur 4. Petit b, montrer que OC est égal à OA multiplié par OB. Alors, c'est très simple, puisqu'on est dans ce cas particulier, x est égal à 2, y est égal à 3. Donc, on va remplacer x et y par leur valeur. Nous obtenons donc la fixe du point A, il n'y a rien à remplacer. On a ZA qui est égal à 1 plus i. Par contre, la fixe du point B, c'est x plus i. Or, x est égal à 2, c'est un cas particulier. Donc, on a 2 plus i. Et la fixe du point C, ZC, qui est égal à y plus i. Nous sommes dans un cas particulier où y est égal à 3, donc ça fait 3 plus i. Donc, on recalcule les distances. Nous obtenons donc la distance OC, c'est le module de la fixe du point C, ce qui nous donne donc le module de y plus i, c'est-à-dire le module de 3 plus i, ce qui nous donne donc la racine carrée. La partie réelle, c'est 3. La partie imaginaire, c'est 1. On a donc la racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré, ce qui nous donne la racine carrée de 9 plus 1, qui est égale à la racine carrée de 10. On fait de même pour la distance OB. On a donc le module de la fixe du point B. On remplace ZB par sa valeur. C'est donc le module de x plus i. Or, x est égal à 2. Donc, c'est le module de 2 plus i. Ce qui nous donne la racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré. 2 au carré, c'est 4. 1 au carré, c'est 1. Donc, on a la racine carrée de 4 plus 1 qui est égale à racine carrée de 5. Alors, la distance OA, il n'y a rien à changer. Donc, on a trouvé que cette distance est égale à la racine carrée de 2. Donc, on reprend ce qu'on a écrit ici. Ce qui nous donne donc la racine carrée de 2. Alors, ici, on voit bien que la racine carrée de 10 est égale à la racine carrée de 5 multipliée par la racine carrée de 2. Alors, on conclut que la distance OC est égale à la distance OA multipliée par la distance OB. En petit c, montrer que ZB multiplié par ZC est égal à 5ZA et en déduire que l'angle que fait le vecteur U au vecteur OB plus l'angle que fait le vecteur U au vecteur OC est égal à l'angle que fait le vecteur U au vecteur OA. Alors, c'est très simple. Nous sommes toujours dans le cas particulier. Donc, on a la fixe du point A, c'est 1 plus i. La fixe du point B, c'est 2 plus i. La fixe du point C, c'est 3 plus i. Donc, on va prendre la fixe du B, on va multiplier par la fixe du point C, et on va voir si ça va nous donner 5 qui multiplie la fixe du point A. Alors, je reprends la question. Donc, nous avons ici la fixe du point A, la fixe du point B, la fixe du point C. Alors, ici, nous avons la fixe du point B multipliée par la fixe du point C. Donc, on va faire le produit ZB multiplié par ZC. On a donc ZB multiplié par ZC est égal à, on remplace ZB par sa valeur, ZC aussi par sa valeur. Nous obtenons donc 2 plus i facteur de 3 plus i. Ce qui nous donne donc 2 qui multiplie 3 plus i multiplié par 3 plus i. Donc on a 2 fois 3 plus i fois 3 plus i. 2 fois 3 c'est 6, 2 fois i c'est 2i. I fois 3 c'est 3i. I fois i c'est moins 1. Ce qui nous donne donc 6 plus 2i plus 3i moins 1. 6 moins 1 nous donne 5.
2i plus 3i nous donne 5i. Donc, on obtient 5 plus 5i. Alors, en mettant 5 en facteur, on obtient donc 5 facteurs de 1 plus i. On sait que 1 plus i, c'est bien la fixe du point A, c'est ZA. Donc, ceci est égal à 5ZA. Donc, ZB fois ZC est égal à 5ZA. Alors, dans la suite, on nous demande d'en déduire que l'angle que fait le vecteur U au vecteur OB plus l'angle que fait le vecteur U au vecteur OC est égal à l'angle que fait le vecteur U au vecteur OA. C'est une déduction. Alors, c'est très simple. Alors, puisqu'on vient de voir que le produit ZB fois ZC est égal à 5ZA, donc en prenant les arguments, nous obtenons donc l'argument du produit est égal donc à l'argument de 5ZA. Alors, d'après les propriétés des arguments, on sait que l'argument de ZB multiplié par ZC, c'est bien la somme. Donc, l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc, on va écrire que l'argument de ZB qui multiplie ZC, c'est bien l'argument de ZB plus l'argument de ZC. Et aussi ici, donc ici, on a l'argument de 5ZA. Alors, l'argument de 5ZA, quelle que soit la valeur ici, l'argument donc ne va pas changer. Donc, l'argument de 5ZA, c'est bien l'argument de ZA. Donc, on va écrire que l'argument de 5ZA, c'est bien l'argument de ZA. Pourquoi? Parce que tous les points, par exemple, si on prend les points qui sont sur l'axe des abscisses, prenons par exemple du côté positif, tous les points qui sont sur l'axe des abscisses de 0 à plus l'infini ont le même argument qui est égal à 0. C'est-à-dire que l'argument de 1, c'est l'argument de 2, c'est l'argument de 4, c'est l'argument de 5, c'est l'argument de 6. Donc, si la constante est positive, donc les arguments ne changent pas. Donc, on a bien l'argument de 5ZA, c'est égal à l'argument de ZA. Alors, on en déduit que l'argument de ZB plus l'argument de ZC est égal à l'argument de ZA. Donc, on va écrire. On sait que l'argument de ZB, c'est l'angle que fait le vecteur U au vecteur OB. L'argument de ZC, c'est l'angle que fait le vecteur U au vecteur OC. L'argument de ZA, c'est l'angle que fait le vecteur U au vecteur OA. Donc, on a bien l'angle que fait le vecteur U au vecteur OB plus l'angle que fait le vecteur U au vecteur OC est égal à l'angle que fait le vecteur U au vecteur OA. Quatrième question. On revient au cas général et on cherche s'il existe d'autres valeurs des réels X et Y tels que les points A, B et C. Vérifie les deux conditions. Alors, la première condition, la distance OC est égale à la distance OA qui multiplie la distance OB et l'angle que fait le vecteur U au vecteur OB plus l'angle que fait le vecteur U au vecteur OC est égal à l'angle que fait le vecteur U au vecteur OA. Alors, on nous rappelle que si OC est égal à OA multiplié par OB, alors Y carré est égal à 2X carré plus 1. C'est la première question. La question, petit a, démontrer que si l'angle que fait le vecteur U au vecteur OB plus l'angle que fait le vecteur U au vecteur OC est égal à l'angle que fait le vecteur U au vecteur OA, alors l'argument de X plus I facteur de Y plus I sur 1 plus I est égal à 0 modulo 2pi. Alors c'est très facile, puisqu'ici on nous dit si l'angle que fait le vecteur U au vecteur OB plus l'angle que fait le vecteur U au vecteur OC est égal à l'angle que fait le vecteur U au vecteur OA, alors nous avons ceci. Alors donc on doit partir de la gauche vers la droite et non de la droite vers la gauche. Donc on va partir de la gauche vers la droite. Donc on doit partir de cette égalité. Donc on a l'angle que fait le vecteur U au vecteur OB plus l'angle que fait le vecteur U au vecteur OC est égal à l'angle que fait le vecteur U au vecteur OA. Donc, ici nous avons l'argument de la fixe du point B. Ici c'est l'argument de la fixe du point C. Ici c'est l'argument de la fixe du point A. Donc on a l'argument de la fixe du point B plus l'argument de la fixe du point C est égal à l'argument de la fixe du point A. On ne doit pas mettre si et seulement si. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs arguments qui donnent les mêmes valeurs angulaires. Alors, d'après les propriétés des arguments, on sait que l'argument de Z1 plus l'argument de Z2 est égal à l'argument du produit. Donc, l'argument de ZB plus l'argument de ZC, c'est bien l'argument du produit ZB, ZC. Donc, on va écrire
qu'on a l'argument de ZB, ZC est égal à l'argument de ZA. Alors, on amène donc l'argument de ZA à gauche et nous obtenons donc l'argument de ZB fois ZC moins l'argument de ZA est égal à 0 modulo 2pi. Alors, on sait que l'argument de Z1 moins l'argument de Z2, c'est l'argument de Z1 sur Z2. Donc, on va écrire que l'argument de ZB, ZC moins l'argument de ZA, c'est bien l'argument de ZB, ZC sur ZA. Donc, on va écrire que ceci est égal à l'argument de ZB fois ZC sur ZA qui est égal à 0 modulo 2pi. Alors, on connaît la fixe du point A, la fixe du point B, la fixe du point C. On remplace ce qui nous donne bien l'argument de x plus i, facteur de y plus i sur 1 plus i. Ceci est égal à 0 modulo 2pi. Petit b, démontrer que si les deux conditions sont vérifiées et que de plus x différent de 1, alors y est égal à la racine carrée de 2x plus 1 et y est égal à x plus 1 sur x moins 1. Alors c'est très facile, on nous dit si les deux conditions sont vérifiées. Les deux conditions sont la distance OC est égale à la distance OA multipliée par OB et l'autre condition, l'angle que fait le vecteur U au vecteur OB plus l'angle que fait le vecteur U au vecteur OC est égal à l'angle que fait le vecteur U au vecteur OA. Donc ces deux conditions sont vérifiées. Et on nous demande donc de démontrer que y est égal à la racine carrée de 2x carré plus 1 et y est égal à x plus 1 sur x moins 1. Alors c'est très simple puisque on a vu à la première question que si OC est égal à OA multiplié par OB, alors y est égal à 2x carré plus 1. Donc il suffit de prendre la racine carrée, nous obtenons donc la racine carrée de y carré est égale à la racine carrée de 2x carré plus 1. Donc on a y est égal à la racine carrée de 2x carré plus 1. On ne va pas mettre plus ou moins racine carrée de 2x carré plus 1. Pourquoi? Parce que x est strictement positif, strictement supérieur à 1. Y aussi est strictement supérieur à 1. Donc on va le préciser que y est positif. Voilà pourquoi on ne va pas mettre plus ou moins. Donc nous venons de démontrer que y est égal à la racine carrée de 2x carré plus 1. Il reste y est égal à x plus 1 sur x moins 1. Alors on a vu aussi que d'après la question 4a, que si l'angle entre le vecteur U et le vecteur OB plus l'angle entre le vecteur U et le vecteur OC est égal à l'angle entre le vecteur U et le vecteur OA, alors on a l'argument de x plus i facteur de y plus i sur 1 plus i est égal à 0 modulo 2pi. Si l'argument d'un nombre complexe est égal à 0, cela signifie que ce nombre complexe est sur l'axe des abscisses. Cela montre que ce nombre complexe est un réel pur. Donc on va écrire que ceci montre que x plus i facteur de y plus i sur 1 plus i est un réel pur. Alors on sait que un nombre complexe est un réel pur si sa partie imaginaire est égale à 0. Donc on va écrire cette expression sous la forme algébrique, donc sous la forme a plus ib, et annuler la partie imaginaire. Donc on a x plus i facteur de y plus i sur 1 plus i. Alors on va donc au numérateur, on va d'abord faire le produit, ce qui nous donne donc x facteur de y plus i facteur de y plus i. On développe d'abord le numérateur, ce qui nous donne bien x fois y plus x fois i plus i qui multiplie y plus i fois i qui nous donne moins 1. Et au numérateur, on peut déjà séparer la partie réelle de la partie imaginaire, ce qui nous donne donc xy moins 1 plus i en mettant i en facteur ici, plus i facteur de x plus y. Et ici, on peut maintenant multiplier et le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire par 1 moins i. Ce qui nous donne donc, alors on met le numérateur entre crochets, donc on multiplie par 1 moins i, le dénominateur aussi, on multiplie par 1 moins i. Au numérateur, donc, on va multiplier ce qui est entre crochets par 1, puis ce qui est entre crochets par moins i. Au dénominateur, on a
un nombre complexe multiplié par son conjugué, ce qui nous donne donc le module au carré, c'est-à-dire la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 au carré, qui nous donne donc 1 plus 1 qui est égal à 2. Donc ce qui nous donne, alors au numérateur, on multiplie ce qui est entre crochet par 1 sur 1 plus 1, puis moins i, qui multiplie donc ce qui est entre crochet sur 1 plus 1. 1 plus 1 est égal à 2, ce qui nous donne donc, ici on a donc x, y moins 1 plus i facteur de x plus y sur 2, moins, alors on va mettre le moins devant, donc on va mettre plus, on va faire rentrer le moins à l'intérieur. Donc on va mettre plus, moins i qui va multiplier x, y moins 1. Alors ici, on va multiplier moins i au numérateur, donc ce qui nous donnera plus. Et ici, au numérateur, on obtient moins i qui multiplie x, y moins 1, puis moins i qui multiplie plus i facteur de x plus y. Moins i multiplié par i va nous donner moins i au carré. On sait que i au carré, c'est moins 1. Donc, moins fois moins 1 nous donne plus. Donc, on obtient plus moins i facteur de x, y moins 1 plus x plus y, le tout sur 2. Alors, ici, on peut séparer la partie réelle de la partie imaginaire. Ici aussi, nous obtenons donc la partie réelle. Ici, c'est x, y moins 1 sur 2 plus i facteur de x plus y sur 2. Ça, c'est la partie imaginaire. Ici, on fait la même chose, ce qui nous donne moins i facteur de x, y moins 1 sur 2, puis plus x plus y sur 2. x, y moins 1 sur 2 plus x plus y sur 2 nous donne la partie réelle. Et ici, en mettant i en facteur, nous obtenons donc ici la partie imaginaire. Donc, ce qui nous donne x, y moins 1 sur 2 plus x plus y sur 2. Ça, c'est la partie réelle. Ici, on va mettre i en facteur. Donc, i va être devant. Et nous obtenons au numérateur, puisqu'on a le même dénominateur. Donc, on a au numérateur x plus y moins xy plus 1, le tout sur 2. Donc, on a plus i. Au numérateur, on a x plus y moins xy plus 1 sur 2. Donc, nous avons ici la partie imaginaire qui nous intéresse. Donc, puisqu'on a dit que ce nombre est un réel pur, donc la partie imaginaire est nulle. Comme la partie imaginaire est nulle, donc c'est x plus y moins xy plus 1 sur 2 qui est égal à 0. Donc, alors on va donc résoudre cette équation. On multiplie le tout par 2, nous obtenons donc xy moins xy plus 1 est égal à 0. Ici, on peut factoriser par y, puisqu'on a y moins xy. On va mettre y en facteur ici. Nous obtenons donc x plus y facteur de 1 moins x plus 1 est égal à 0. Ici, on va donc garder y facteur de 1 moins x et on va envoyer dans l'autre membre x et 1. Donc, nous obtenons y facteur de 1 moins x est égal à moins x moins 1. On multiplie le tout par moins 1. Nous obtenons donc, ici, on obtient moins qui va multiplier donc y facteur de 1 moins x, ça va devenir y facteur de x moins 1. Et ici, en multipliant par moins 1, on obtient donc x plus 1. Donc, on a y facteur de x moins 1 est égal à x plus 1. Et de là, on tire donc y. On a donc y est égal à x plus 1 sur x moins 1. On retrouve bien y est égal à x plus 1 sur x moins 1 avec x différent de 1. Cinquième question. On définit les fonctions f et g sur l'intervalle ouvert de 1 à plus l'infini par f de x est égal à la racine carrée de 2x carré plus 1 et g de x est égal à x plus 1 sur x moins 1. La question, déterminer le nombre de solutions du problème initial. On nous dit, on pourra utiliser la fonction h définie sur l'intervalle ouvert de 1 à plus l'infini par h de x est égal à f de x moins g de x et s'appuyer sur la copie d'écran d'un logiciel de calcul formel donné ci-dessous. Nous avons donc la copie d'écran. Alors, on nous demande de déterminer le nombre de solutions du problème initial et on nous donne la copie d'écran ici.
Quand on voit bien la copie d'écran, ici nous avons la fonction f, et ici on nous donne la dérivée de la fonction f. Ici nous avons la fonction g, et ici on nous donne la dérivée de la fonction g. Donc la copie d'écran nous fournit les fonctions dérivées de f et g. Alors on nous demande de déterminer le nombre de solutions du problème initial. Alors d'après la question 4b, on a vu que y est égal à la racine carrée de 2x carré plus 1 et y est égal à x plus 1 sur x moins 1. On a les mêmes valeurs pour y. Donc on doit résoudre l'équation la racine carrée de 2x carré plus 1 est égal à x plus 1 sur x moins 1. C'est-à-dire y est égal à y. Donc on va écrire qu'on doit donc résoudre cette équation. La racine carrée de 2x carré plus 1 est égal à x plus 1 sur x moins 1. En amenant x plus 1 sur x moins 1 à gauche, nous obtenons donc la racine carrée de 2x carré plus 1 moins x plus 1 sur x moins 1 est égal à 0. Alors ici, on nous a dit on pourra utiliser la fonction h définie sur l'intervalle ouvert de 1 à plus l'infini par h de x qui est égal à f de x moins g de x. Donc ici, on a bien f de x et ici, on a bien g de x. Donc on va dire soit h de x est égal à f de x moins g de x, où nous avons f est égal à la racine carrée de 2x carré plus 1 et g de x est égal à x plus 1 sur x moins 1. Donc, résoudre l'équation la racine carrée de 2x carré plus 1 moins x plus 1 sur x moins 1 est égal à 0 revient à résoudre l'équation h de x est égal à 0. Alors, pour résoudre cette équation, on va donc étudier les variations de la fonction h. Donc, étudions les variations de la fonction h, car c'est pas pour rien qu'on nous a donné les fonctions dérivées. Donc, on va étudier les variations de la fonction h. Donc, on va dériver h, puisque h de x est égal à f de x moins g de x, f et g étant dérivables, h donc est dérivable. Donc, en dérivant h, nous obtenons donc h' de x est égal à f' de x moins g' de x. On connaît la dérivée de f, on connaît la dérivée de g, nous les avons ici, on les remplace direct, nous obtenons donc 2x sur la racine carrée de 2x carré plus 1, c'est-à-dire la dérivée de f, moins, alors on met la parenthèse pour éviter les erreurs, moins la dérivée de g, c'est-à-dire moins 2 sur x moins 1 au carré. Puis on enlève les parenthèses, on obtient bien moins fois moins, ça fait plus. Donc on a 2x sur la racine carrée de 2x carré plus 1 plus 2 sur x moins 1 au carré. On a ici l'expression de la fonction dérivée h' de x. On peut donc étudier son signe. Alors on va donc étudier le signe de la fonction dérivée. Alors on sait que x est strictement supérieur à 1. X appartient à l'intervalle ouvert de 1 à plus l'infini. Et y aussi est strictement supérieur à 1. Donc y aussi appartient à l'intervalle ouvert de 1 à plus l'infini. Donc x moins 1 au carré est positif. 2 sur un nombre positif, c'est un nombre positif. Au dénominateur, on a la racine carrée de 2x carré plus 1. La racine carrée de 2x carré plus 1 n'est rien d'autre que y. Donc y est donc strictement supérieur à 1, ce qui montre que le dénominateur est aussi positif. Le numérateur 2x étant dans cet intervalle, donc le numérateur aussi est positif. Donc ce qui montre que h' de x est supérieur à 0 pour toute valeur de x dans cet intervalle. Donc on va écrire, puisque x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire positif, et que y aussi est strictement supérieur à 0, donc h' de x est strictement supérieur à 0. Ce qui montre que pour tout réel x de l'intervalle de 1 à plus l'infini ouvert, h' de x est strictement supérieur à 0. Donc le signe de h' de x, c'est bien le signe plus, c'est le signe positif. Ce qui nous permet donc de conclure que la fonction h est donc une fonction strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 1 à plus l'infini. Alors puisqu'on sait que la fonction h est une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 1 à plus l'infini, nous allons maintenant déterminer les limites aux bornes. Alors on va donc déterminer la limite quand x tend vers 1 de h de x. Donc la limite quand x tend vers 1 ici, c'est bien la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure, parce que à gauche de 1, la fonction h n'est pas définie.
Donc, on a bien la limite quand x tend vers 1 de f de x moins la limite quand x tend vers 1 de g de x. On va donc calculer la limite quand x tend vers 1 de f de x et la limite quand x tend vers 1 de g de x. Donc, la limite quand x tend vers 1 de f de x, c'est la limite quand x tend vers 1 de la racine carrée de 2x carré plus 1. Alors, c'est très simple, on remplace, ça fait donc la racine carrée de 2 fois 1 au carré plus 1. 1 au carré, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Plus 1, ça fait 3. Donc, on a la racine carrée de 3. Et on fait la même chose pour la limite quand x tend vers 1 de g de x. Donc, la limite quand x tend vers 1 de g de x, c'est donc la limite quand x tend vers 1 de x plus 1 sur x moins 1. On remplace x par 1 et au numérateur et au dénominateur. Et on obtient donc 1 plus 1 au numérateur sur 1 moins 1 au dénominateur. Alors, étant donné que x tend vers 1 par valeur supérieure, c'est-à-dire on quitte de la droite vers la gauche, ici on obtient 1 moins 1 qui est donc égal à 0, c'est bien un 0 plus. Donc, on a 2 sur 0 plus qui est égal donc à plus l'infini. 0 plus, c'est du fait que x quitte des valeurs supérieures pour arriver à 1. Donc, x est déjà plus grand que 1 pour arriver vers 1, mais ne va pas prendre la valeur 1. Donc, cette différence est bien un nombre qui est très petit, mais qui est positif. Donc, on a 2 sur 0 plus qui est égal à plus l'infini. Et donc, au final, la limite quand x tend vers 1 de h de x, on remplace ce qui nous donne donc la racine carrée de 3 moins facteur de plus l'infini. Moins fois plus, ça fait moins. Donc, on a la racine carrée de 3 moins l'infini, ce qui nous donne bien moins l'infini. Moins l'infini absorbe bien la racine carrée de 3. Alors, on fait la même chose pour la limite quand x tend vers plus l'infini. On précise que cette limite est bien strictement inférieure à 0. Calculons maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Donc, on va calculer ces limites. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de 2x carré plus 1. Quand x va tendre vers plus l'infini, x au carré va tendre vers l'infini fois l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, plus l'infini multiplié par 2, ça fera 2 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini plus 1, ça fera plus l'infini, ce qui nous donne donc la racine carrée de plus l'infini. La racine carrée de plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Et on calcule aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, ce qui nous donne la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x moins 1. Alors ici, si on remplace x par plus l'infini, on obtient plus l'infini au numérateur et plus l'infini au dénominateur, parce que plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini, donc on obtient plus l'infini sur plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on sait qu'un polynôme, ici nous avons des polynômes, donc la limite quand x tend vers plus l'infini d'un polynôme, c'est la limite de son terme de plus haut degré. Ou encore, si on veut, on factorise au numérateur et au dénominateur par x, et nous obtenons donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur. Alors, en mettant x en facteur, ici il reste 1 et ici 1 sur x. De même au dénominateur, ici on a donc 1 et ici il va rester moins 1 sur x. Ici nous avons x, donc on simplifie par x. Nous obtenons donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x sur 1 moins 1 sur x. Alors, quand x va tendre vers plus l'infini, nous obtenons donc ici 1 sur l'infini et ici 1 sur l'infini. On sait que 1 sur l'infini, donc c'est 0. Donc, on obtient 1 plus 0 au numérateur sur 1 moins 0 au dénominateur, ce qui nous donne 1 sur 1 qui est égal à 1. Au final, on a donc la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Nous obtenons ici, on a eu plus l'infini et ici on a 1, on a donc plus l'infini moins 1 qui est égal à plus l'infini. On voit bien que plus l'infini est strictement supérieur à 0. Alors ici, on va appliquer maintenant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, alors on peut dire que la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 1 à plus l'infini. La limite quand x tend vers 1
de la fonction h nous donne moins l'infini, c'est négatif. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x nous donne plus l'infini, c'est positif. Donc, en vertu du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation h de x est égal à 0 admet bien une solution unique sur l'intervalle ouvert de 1 à plus l'infini. Donc, on peut conclure que le problème initial a une seule solution, c'est bien le couple 2, 3. On peut donc rappeler ici le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Le corollaire nous dit que soit f est une fonction définie et strictement monotone sur un intervalle i. Il faut donc que la fonction soit définie strictement monotone. Alors pour notre cas, la fonction h est déjà définie strictement croissante. Et on nous dit a et b deux réels dans i. Et pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x est égale à k admet une unique solution alpha comprise entre a et b. Alors f de a pour nous c'est la limite quand x tend vers 1, f de b pour nous c'est la limite quand x tend vers plus l'infini, k pour nous c'est 0, donc on a bien k, c'est-à-dire 0 est bien compris entre la limite quand x tend vers 1 de h de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x. Donc on a bien une unique solution. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.